Bonjour tout le monde, vous êtes sur le francophone. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu et Ariane. Bonjour vous deux, comment ça va? Salut! Salut Yann. Je voulais aujourd'hui parler d'un sujet assez intéressant et assez peu étudié, naturellement. C'est un article qui est sorti dans le BMG, une étude ontarienne, qui parlait un petit peu des survivants adultes des soins intensifs qui malheureusement essayaient ou passaient à l'acte dans les tentatives suicidaires ou juste de s'auto-mutiler ou se blesser, là. C'est un article qui est en fait un petit peu plus philosophique que qu'est-ce qu'on fait normalement, mais qui nous fait peut-être prendre conscience qu'on a peut-être un rôle en tant que clinicien aux soins pour faire un peu de prévention de ces patients-là. C'est parti. Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Alors, j'aimerais ça, Ariane, que tu me parles un petit peu là, globalement des grandes lignes de l'étude. Naturellement, l'étude sera dans les notes de la balado pour ceux qui voudront la consulter. Oui, donc effectivement, c'est quand même un sujet qui est intéressant, qu'on ne parle pas souvent. Donc, je pense que ça vaut la peine là, qu'on s'y attarde. En fait, c'est une étude de cohorte qui est rétrospective, là, donc on s'entend, là, il y a certains biais là, puis de lacunes associés à ce type d'études-là, mais ça reste que c'est ça, c'est une étude qui a été effectuée en Ontario, donc c'est quand même proche de notre population. Puis en fait, ils ont utilisé là, une base de données là, administrative là, avec les codes là, diagnostiques de ICD-10 là, pour récolter leurs données. Donc, en fait, ils ont étudié sur une période de 2019 à 2017. Donc, il faut garder en tête que c'est pré-pandémie. Puis, dans le fond, ils ont comparé des survivants adultes là, de soins intensifs contre des survivants, si on veut, là, d'une hospitalisation standard là, qui ne nécessite pas de soins, de séjour aux soins intensifs. Puis, le outcome primaire qu'ils ont regardé, c'est, en fait, au départ, ils ont regardé l'incidence composite de mort par suicide avec n'importe quel hospice dû à un comportement autodestructeur, là, donc self-harm, c'est un peu difficile à traduire, là, mais donc ça inclut les tentatives suicidaires par intoxication de médicaments ou les comportements automutilatoires. Puis, c'est ça, il voulait voir en fait est-ce qu'il y avait une différence. Puis, il voulait essayer de faire aussi un lien un peu avec le syndrome là, des post-soins intensifs, là, donc les patients là, souvent qui ont plein de morbidité là, après les séjours aux soins intensifs, puis voir si ces gens-là avaient c'est ça, un risque plus élevé. Mais c'est ça, on va voir dans les résultats, là, quand on va discuter un peu des résultats, que ça a pris une tangente un peu surprenante. Là. Donc, si on regarde de vite fait les résultats, il y avait un taux de suicide de 0,2 chez les personnes qui avaient survécu aux soins intensifs, contre 0,1 chez des personnes qui avaient été hospitalisées. Donc, on s'entend, ce n'est pas des gros taux, mais on parle quand même d'un taux qui a doublé et c'était statistiquement significatif là, selon eux. Puis quand on regarde vraiment plus le outcome combiné, à ce moment-là, on avait un taux de 1,5 chez les patients survivants des soins intensifs contre 0,9 avec un odds ratio ajusté là, de 1,22 pour le risque de suicide. Donc, je pense que qu'est-ce qui est vraiment plus intéressant avec cette étude-là, c'est de justement voir les résultats quand on va gratter. C'est qui parmi la population qui ont survécu aux soins intensifs qui ont présenté le plus ce type de comportement-là. Puis, c'est ce qu'on voit, en fait, c'est que c'est plus les jeunes, les personnes qui ont moins de comorbidité, contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre, et bien entendu, là, les personnes qui avaient des antécédents psychiatriques avant l'hospitalisation. Puis c'est ça, un peu avant d'enregistrer, là, on a eu une discussion. Là, donc, Mathieu, on avait des observations qui étaient intéressantes. Là. Je ne sais pas si tu veux le partager avec nous. Oui, bien, ce qu'on se rend compte dans cette étude-là, c'est, à la grande surprise, c'est la population qui est le plus à risque. C'est pas du tout la population qu'on voit dans les cliniques de post-soins intensifs ou la population qui est plus à risque du syndrome
de post-soins intensifs. Comme tu l'as dit, c'est des patients qui ont des facteurs de risque, soit des antécédents de maladies mentales. On parle de dépression, anxiété, des PTSD ou la schizophrénie ou bien la maladie affective bipolaire. Puis ils se sont rendus compte aussi que plus tu es intubé longtemps, puis plus tu as thérapie de remplacement rénal, plus aussi tu es à risque. Fait que ça fait une population sur laquelle on s'attend pas. C'est souvent le jeune qu'on donne congé, il y a eu un épisode, puis finalement, ça passe un peu sous le radar, puis finalement, c'est peut-être lui qui est le plus à risque. Puis ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'un des facteurs protecteurs, c'est justement d'avoir un bon income en termes de salaire là, du ménage. Probablement parce que je veux pas aller dans les préjugés ni autres, mais ce qu'on se rend compte, c'est ceux qui ont peut-être un peu plus de moyens, ben ils ont plus de moyens également, ils ont plus de réseaux, ils ont plus d'accès aussi à des services spécialisés, ce qui n'est pas nécessairement le cas si on est à faible revenu. Donc, on se rend compte que c'est cette population-là qui est peut-être déjà un peu à risque, qui se retourne chez elle directement des soins intensifs, sans passer nécessairement par l'étage ou surtout par les unités de réhabilitation. Donc, c'est cette population-là là, qui serait à risque. Fait que ça, c'est totalement surprenant là, de cette étude-là. C'est vraiment intéressant. Puis, Ariane, tantôt, tu parlais des chiffres. Effectivement, les chiffres n'ont pas l'air très impressionnants, mais on s'entend qu'un suicide, c'est un de trop, là, donc 0,2 versus 0,1%. Ça, c'est les études ontariennes. Pour ceux qui nous écoutent outre-mer, malheureusement, nous, au Québec, on est juste la province à côté de l'Ontario, même si on est très proche, même si notre population est très, très, très semblable, on a malheureusement des taux de suicide un peu plus élevés. En fait, on a les taux de suicide les plus élevés du Canada. À savoir pourquoi, là, on ne rentrera pas dans ces détails-là, mais j'aimerais ça voir nos chiffres, nous ici, si nos taux de suicide sont plus élevés. Ça sera pour une autre étude, naturellement, mais je pense que pour les cliniciens du Québec, ben, il faut peut-être garder un œil averti là-dessus. Toi, Mathieu, quand tu parlais des salaires moyens, tu sais, je pense que ce que ça me fait réfléchir aussi, c'est que on va y revenir un peu plus tard, là, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Ben, surtout, il faut s'assurer que peut-être que les gens qui sont plus socio-économiques faibles aient un suivi un peu plus serré ou un peu plus régulier là, en sortant des soins intensifs ou que pour au moins le clinicien se garde à l'esprit que, bon, on voit que le patient est un peu plus dans un milieu socio-économique faible et doit avoir besoin d'avoir une surveillance un peu plus accrue. Parlant de ça, Mathieu, je pense que tu avais quelque chose à ajouter. Oui, bien, c'est vraiment important ce que tu mentionnes parce que des fois, le patient ne quittera pas nécessairement directement des soins intensifs, il va passer par l'étage. Puis, tu sais, est-ce que c'est au médecin des soins de faire ça? Est-ce que c'est au médecin de l'étage? Je pense que le nerf de la guerre, ça va être de se parler puis de s'assurer du suivi. Peu importe qui donne congé au patient, si le patient est identifié à risque, il faut qu'il y ait un suivi qui soit rattaché à ça, puis que ce soit nous autres aux soins, que ce soit le médecin qui va le prendre en charge à l'étage ou ne serait-ce qu'un transfert à son médecin de première ligne également. Là. Parce qu'il y avait une étude, écoute, j'avais fouillé, là, j'avais trouvé, c'était une étude qui était au Royaume-Uni. Le fait de transférer l'information puis le suivi au médecin de première ligne, quand le médecin de première ligne était notifié, dans 27% du temps, il débutait un traitement, puis dans 18% du temps, il augmentait une surveillance accrue. Ça, on sait que ça diminue le risque de syndrome post-traumatique. Ça diminue aussi le risque d'événement, puis le risque de dépression qui pourrait s'en venir et ce qui pourrait en découler. Donc, c'est quand même pas banal non plus. Ces chiffres-là sont en concordance avec la littérature que, en fait, ces médecins-là se rendaient compte qu'il y avait une problématique sur 1,1 sur 4 à 1 sur 5 des patients. Donc, c'est vraiment bien d'avoir un effet de surveillance là, sur ces patients-là. Justement, une des problématiques que moi je trouve, c'est que lorsqu'on donne congé aux soins intensifs, ben, vous le savez comme moi, si on donne congé, souvent c'est parce qu'on a une admission. Alors souvent, la journée du congé, notre patient, peut-être que ça fait déjà 24-48 heures qu'il est aux soins,
est assez stable, on n'a pas de lit à l'étage, puis là, boum, on a un nouveau patient qui arrive. Fait que ce patient-là, il va sortir assez vite. Puis c'est pas toujours dans notre force de faire un excellent transfert à notre collègue à l'étage. On essaie de le faire, mais c'est pas toujours possible. Alors, y a-t-il des mesures, y a-t-il des mécanismes là, que vous voyez qui viennent comme ça à votre esprit qu'on pourrait s'assurer que tous nos patients ou ceux qui sont le plus à risque, en accord avec l'étude qu'on vient de lire, qu'on pourrait mettre en place pour s'assurer qu'ils passent pas entre les mailles du filet? Qu'est-ce que vous en pensez? Si, je pense que la première étape, puis peut-être que c'est nous au Québec qui ne sommes pas super avancés à ce niveau-là, mais c'est de faire du screening. C'est de juste connaître justement que cette population-là, puis c'est probablement celle qu'on n'avait pas nécessairement pensé d'abord. Donc, les plus jeunes, comme on l'a dit, qui vont peut-être aller à domicile plus rapidement, qui ne vont pas passer par un centre de réadaptation, qui ont eu la ventilation, qui ont eu la thérapie de remplacement rénal. Peu importe le moment qu'on le fait, c'est peut-être de prendre juste le petit 5 minutes pour ouvrir la porte à la discussion, que ce soit avec le patient, que ce soit avec son proche aidant ou un ami ou quoi que ce soit. De juste de dire, savez-vous que dans la première année qui suit un congé de soins intensifs, on a un taux de suicide, on a vu dans la littérature qu'il y a un taux de suicide qui est doublé. Donc, c'est juste de l'énoncer. Souvent, les hommes sont plus fiers. S'ils vont moins bien dans l'année qui suit, ils vont avoir moins tendance à demander de l'aide. Fait que des fois, de juste aborder la question, juste que le patient prenne conscience que lui peut être plus à risque que quelqu'un d'autre, que son proche aidant, parce que souvent, c'est des gens qui sont malheureusement célibataires ou divorcés ou séparés qui vont passer à l'acte. Juste d'aviser cette autre personne-là, de dire, restez à l'affût, s'il y a des changements de comportement, si vous trouvez que l'humeur ou peu importe, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Je pense que c'est juste de prendre la petite minute pour ouvrir la porte. C'est sûr que c'est pas un sujet c'est un sujet qui est sensible, là, donc c'est difficile, surtout avec les horaires des soins intensifs, tout ça, mais que ce soit, c'est ça, l'intensiviste ou la personne qui va hospitaliser, ou c'est juste de faire une demande de référence pour la personne de spiritualité ou de psychologue si vous en avez dans vos centres. Je pense que c'est ça, c'est juste de faire le petit effort supplémentaire pour d'abord screener, puis dans un deuxième temps, de peut-être prendre juste la minute que ça prend ou le 5 minutes que ça prend pour faire une action. Peu importe dans quel sens, je pense qu'il y a mille et une solutions possibles, mais c'est juste de prendre le temps de le faire. Oui, tu as raison, Ariane. Des fois, ça prend pas grand-chose, hein. Juste de sentir qu'il y a une ouverture ou une écoute peut faire toute la différence, puis ça peut empêcher quelqu'un de faire un passage à l'acte ou au moins de sombrer, là. Mathieu, toi, est-ce que tu vois une autre possibilité, une autre manière d'essayer d'améliorer la surveillance là, pour ce type de patient-là qui pourrait souffrir Ben, après malheureusement nos soins, ouais. Ouais. Ben, je voulais rajouter aussi, tu sais, on disait essayer de screener. Je pense que c'est la responsabilité de tous aussi, hein, tous les membres de l'équipe. Que ça va du personnel infirmier qui est au chevet 24/7, aux préposés aux bénéficiaires également, là, qui sont là quasi en permanence. Tu sais, je pense que c'est un peu la responsabilité de tout le monde. Puis dès que quelqu'un décèle ça, puis juste le fait d'être au courant que ça se peut, d'avoir les facteurs de risque, de savoir quelle population est plus à risque, on peut être plus facilement en équipe capable d'épister. Puis là, à ce moment-là, est-ce qu'on rajoute ça dans des formulaires? On sait qu'on en a plusieurs. C'est peut-être pas nécessairement la solution, mais si tout le monde plus il y a de monde qui est au courant de ça, plus on peut facilement le pister, ce patient-là. Puis là, à ce moment-là, il y a plus de chances que l'information se transfère mieux. Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à à mettre ça sur la feuille sommaire qui va être envoyée au médecin traitant? C'est des petites solutions très faciles qu'on peut faire à partir de demain. Comme Ariane a mentionné aussi, là, rentrer les soins spirituels quand il y en a. Puis juste aussi, quand on est un médecin qui reçoit un patient des soins intensifs à l'étage, d'être au courant que c'est quelque chose qui peut se produire, peut-être qu'on a un degré de suspicion plus élevé, puis à ce moment-là, on peut plus facilement soit parler avec le patient ou assurer le suivi ou offrir ne serait-ce que des ressources aux patients. On peut penser aux lignes là, au Québec qu'on a là, contre le suicide. Juste fournir des fois l'information aux patients, ça peut déjà être une piste de solution. Oui, totalement d'accord avec toi, Mathieu. Tu as vraiment raison. Puis effectivement, les lignes ou sur Internet, là, les
équipes d'aide là, pour aider à passer à travers ces moments difficiles-là. C'est important. Malheureusement, les hospitalistes ne nous écoutent pas et ne lisent pas la littérature de soins intensifs. Fait que je pense que ça, c'est un peu notre travail de le faire. Notre travail n'est pas juste de sauver des vies puis de soigner des patients, c'est de faire de la formation médicale continue à tous les gens avec qui on rentre en contact. Puis je pense que lorsqu'on donne un congé, de rappeler à l'hospitaliste, il y a un taux de suicide un peu plus élevé pour certains types de patients, puis là, je pense que je t'en envoie un à l'étage comme ça. Alors, en le rappelant à l'hospitaliste, il va le garder en tête, puis il va l'avoir frais dans sa tête. Il va pouvoir mieux suivre ça, parce que souvent, malheureusement, les patients restent un certain temps aux étages avant de quitter à la maison. Souvent, ils font une partie de leur réhabilitation à l'hôpital, tout dépendant comment c'est organisé dans chacun de vos milieux. Mais je pense que de le rappeler aux hospitalistes, ça serait une première étape. Et là, comme ça, on n'aurait pas juste l'équipe des soins, on aurait les équipes des étages. Puis naturellement, les informations se transmettent par osmose, bien souvent. Alors, à force de le répéter à chaque fois. Puis comme tu as dit tantôt, dès demain, on peut en faire. Donc, dès demain, après l'écoute de ce podcast-là, vous pouvez en parler avec vos collègues ou avec les hospitalistes ou avec les infirmières ou avec tout le monde avec qui vous êtes en contact. C'est facile, c'est pas très compliqué. Ça pourrait bien se faire. Alors, écoutez, merci à vous deux. Ce fut bref, mais très intéressant. Vous savez, le but du francophone, c'est d'ouvrir à des nouvelles avenues, des nouvelles visions, des nouvelles manières de voir les choses, puis d'apporter une amélioration au niveau des soins. C'est quelque chose d'assez simple à faire, mais il faut le garder à l'esprit. Je sais qu'on a beaucoup de choses à penser. On est toujours dans la pandémie, mais si on peut sauver quelques vies supplémentaires en faisant juste une petite action ou une petite parole comme Ariane a dit tantôt, je pense que ça pourrait être quelque chose de simple et agréable à faire pour nos patients. Alors, je souhaite à tout le monde une bonne fin de soirée. Alors, à la prochaine. Bye. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.